Citoyens du monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau débrief. Rennes-Nantes, un derby explosif, un derby magnifique, partout en Espagne, en Irlande, en Angleterre, tout le monde attendait ce match Rennes-Nantes qui a hélas tant perdu en intérêt, tant perdu en passion. Voilà, on parle d'un derby, mais je trouve que ce match-là est devenu plus banal que les derbys qu'on a pu connaître entre ces deux formations. En tout cas, Nantes s'est de nouveau incliné, de toute façon on est habitué, en ce moment c'est un match sur deux, sous fond à chaque fois d'une équipe qui subit, même si Nantes a réussi encore une fois à quasiment jouer un mauvais tour au Stade Rennais. Rennes est finalement allé chercher sa victoire en toute fin de match, et c'était globalement mérité tant les Canaries sont passés à côté de leur match, d'un point de vue mental, d'un point de vue technique, de tous les points de vue, mais bon, c'est pas comme s'ils avaient 2 semaines pour préparer la rencontre. Bref, en tout cas, les trêves, ça ne réussit pas. On l'a vu face au Havre, on l'a vu face à Rennes. On a une équipe on n'arrive plus vraiment à savoir sur quel pied danser avec cette équipe. Je pense que tous les supporters, on n'a qu'une hâte, c'est que la saison se termine, que le FC Nantes se maintienne en Ligue 1 parce qu'on reste malgré tout des passionnés. Mais on a surtout envie de voir un effectif, mais le grand ménage quoi, vraiment, un grand ménage. On le réclame depuis des années, mais tous ces gars, Jean-Charles Castelletto, Mostafa Mohamed, même si ce soir c'est certainement un des meilleurs Nantais, hein, Marcus Coco, Florent Mollet, Alban Lafont, tous dehors parce que c'est des gars qui tuent le FC Nantes de l'intérieur, qui y mettent une ambiance malsaine dans le club. Mais il n'y a pas que eux, globalement l'ambiance du club est vraiment mauvaise et sur des matchs comme ça on le ressent. Alors pour vous expliquer un peu, pour vous faire un peu un résumé de la rencontre, j'ai trouvé 10 minutes, les 10 premières minutes où Nantes était globalement concerné. Il y avait un peu plus d'ambition dans le jeu, il y avait une position assez haute du bloc. Antoine Comboiré souhaitait mettre du pressing sur ce bloc rennais. Et en soi, ça a plutôt bien marché pendant les 10 premières minutes. Après, Rennes a réussi à remettre le pied sur le ballon. Nantes s'est remis un peu en position de soumis et a recommencé à descendre un peu plus sur le terrain. Et puis, c'est le FC Nantes qui va offrir la première grosse occasion à Nantes. Le premier fait un peu divers du match. Sur un ballon récupéré par Amiens, Mathis Sabline va vouloir faire une passe appuyée pour Sorda Thomas, sauf que y a Amiens sur la passe, sur la trajectoire de la passe. Donc Kelvin Amiens essaye de se démerder comme il peut pour contrôler le ballon et sur un réflexe, il va la remettre à son gardien Anthony Lopez sans voir que Moussa Altamari attendait justement qu'il fasse la passe à son portier et il va réussir à couper la trajectoire du ballon juste devant Anthony Lopez qui va commettre la faute. Penalty pour Rennes. Alors penalty stupide parce que la passe décisive est faite d'un Nantais, mais Mathis Sabline, voilà, sa passe sur l'action est vraiment très mauvaise, un peu à l'image de son match. Face à son ancienne équipe, Mathis Sabline est pour moi passé complètement à côté de sa rencontre. Et donc penalty pour Rennes. Et là, une scène qu'on ne pensait pas voir voilà, cette saison en Ligue 1 parce que l'attaquant rennais Arnaud Kalimundo inscrit le penalty mais a clairement tiré dans son pied d'appui, donc 2 touches et ça rentre. Et ça c'est une règle qu'on a tous quasiment découvert lors de Real Madrid, Atlético Madrid en Champions League où le Real a réussi à s'imposer grâce à ça. Alors depuis tout le monde a vu et les Nantais sont rapidement allés réclamer à l'arbitre le fait que le penalty soit annulé. Ils ont eu gain de cause, penalty annulé. Première alerte néanmoins sur le but nantais parce que le but était là. Donc le but est refusé, Nantes reste à 0-0 dans ce match et on se dit qu'on s'en sort plutôt bien. Mais Nantes en réalité a perdu bien plus qu'un penalty ou un simple but sur cette action. Le FC Nantes a perdu son meilleur joueur et gardien Anthony Lopez qui s'est blessé sur le coup et qui va essayer pendant 10-15 minutes de rester, de se tester un peu pour voir s'il peut continuer. Hélas, pour lui c'est terminé, il sera remplacé quelques minutes plus tard par Patrick Carlgren en ayant le temps, néanmoins, avec une jambe en moins, de sortir une double parade exceptionnelle. D'abord sur la frappe contrée de Seko Fofana, il va sortir une belle parade, et puis le deuxième est splendide, Matoussiwa seul, mais vraiment seul dans la petite surface du gardien, et qui va de nouveau buter sur Anthony Lopez. On se rappelle il y a 2 semaines de son match face à Nice, et on se rend compte que c'est quand même plutôt inquiétant de se dire que ces dernières semaines, le meilleur joueur nantais, c'est le gardien Anthony Lopez. Et donc là, cette fin de saison, peut-être qu'Anthony Lopez ne sera pas là. Alors il y a même de fortes chances qu'il ne soit pas là face à Paris. Voilà, c'est pas comme si c'était la meilleure équipe d'Europe en ce moment et qu'on allait peut-être se prendre 6 ou 7-0. On verra, on n'en est pas rendu là. Et donc, Patrick Carlgren rentre. On a rapidement vu que Patrick Carlgren avait également de très grandes limites pour jouer en Ligue 1. Ce n'était pas forcément un très bon gardien, même si je pense qu'on s'est tous dit après le match du PSG à l'époque, quand il avait sorti 9 parades, qu'on avait affaire au nouveau Manuel Neuer. En réalité, Patrick Carlgren a rapidement montré ses limites sur ce match-là. Bref, Nantes
Et donc, Nantes est donc à 0-0. Patrick Carlgren rentre. Non, je crois qu'Anthony Lopez était encore sur le terrain quand Rennes a inscrit le premier but. Alors, c'est un centre qui vient de la droite. Jean-Charles Castelletto va faire une super tête plongeante pour pouvoir remettre le ballon exactement dans les pieds de Truffert, qui va éliminer très très facilement Sorba Thomas, qui est aligné en piston droit une nouvelle fois ce soir, et qui va croiser sa frappe, poteau rentrant. Rennes mène donc 1-0. Première erreur de Jean-Charles Castelletto, la seconde de Sorba Thomas qui se fait effacer trop facilement. Évidemment, Antoine Comboiré ne va pas toucher au premier, mais va profiter de la sortie d'Anthony Lopez pour également faire sortir Sorba Thomas devant toute la France. On voit Sorba Thomas avec les yeux rouges, énervé de sortir dès la 30e minute de jeu. Avec les yeux rouges, vraiment, il était... c'était une scène qui était quand même assez forte. Tu vois tous ses coéquipiers qui viennent le réconforter avant qu'il sorte. Tu vois Pedro Chirivella qui va le voir avant d'aller sortir, qui va lui glisser quelques mots, parce que Chirivella est un des seuls relais du coach dans cette équipe qui, à mes yeux, n'est déjà plus, ne croit plus au discours de son coach depuis déjà des mois et des mois, qui n'aime pas forcément Antoine Comboiré pour la plupart de l'équipe. Et donc, même un relais comme Pedro Chirivella ne peut réellement pas faire grand-chose devant une équipe qui n'écoute pas grand-chose, qui est clairement dans sa bulle. Et donc, voilà, une image assez terrible. Alors, mon avis sur la sortie de Sorba Thomas et cette scène qui est quand même assez incroyable, c'est déjà de voir que le vestiaire est complètement cassé, qu'il n'y a plus vraiment de lien entre le coach et les joueurs comme je viens de le dire, mais c'est surtout que là, à mes yeux, il y a une grosse erreur d'Antoine Comboiré, parce que en faisant ça, il porte la responsabilité sur le joueur de ses mauvaises performances sur les 30 premières minutes. D'accord. Mais rappelons-nous, Sorba Thomas, ce n'est pas un latéral droit et c'est un joueur offensif, un ailier, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon à ce poste-là. Effectivement, on le sait déjà, Sorba Thomas n'a pas le niveau Ligue 1. Cependant, sauf erreur de ma part, je pense que c'est Antoine Comboiré qui a coché son nom sur la feuille de match et qui l'a mis dans le 11 en tant que piston droit. S'il le sort au bout de 30 minutes, c'est autant un désaveu pour le joueur que pour Antoine Comboiré et son choix à lui aussi. Donc, voilà, je trouve ça très limite. En plus de ça, tu vois la scène que quand le joueur sort, Antoine Comboiré n'ose même pas aller le voir. Bref, je pense sincèrement que c'était peut-être le dernier match de Sorba Thomas sous le maillot des Canaries, tant la cassure est là entre le joueur et le club. D'ailleurs, pour la Ligue 1, il y avait une interview croisée entre Jordan James, qui est un joueur gallois du Stade Rennais, et donc Sorba Thomas, qui est également gallois. Et une des premières choses qu'il dit dans l'échange croisé, c'est qu'il dit je survis, mec. Et là, effectivement, la notion de survie prend tout son sens quand on voit qu'au bout de 30 minutes, le coach le sort, entrée de Marcus Coco. Alors moi, j'aurais aimé que Marcus Coco soit titulaire d'entrée. Bon, ça n'a pas été le cas. Marcus Coco qui va s'illustrer par la suite de la rencontre. Donc voilà, Nantes va subir jusqu'à la fin de la première mi-temps, à tel point que j'ai souvenir de me dire à la pause, là on perd 1-0 et c'est finalement moindre mal quand on sait qu'on peut perdre 2 ou 3-0. Voilà, j'aurais pas crié au scandale, tant le FC Nantes a eu très très chaud sur beaucoup de situations, beaucoup de frappes non cadrées d'ailleurs de Rennes, sur corner, Seko Fofana a retrouvé un peu des jambes et on l'a vu sur ce match. Bref, Nantes a beaucoup subi. Et néanmoins, au retour des vestiaires, les Canaries vont savoir faire bloc. Alors peut-être qu'Antoine Comboiré aura réussi à trouver les mots. Et voilà, il y avait quand même aussi un bon bloc défensif. Kodza en piston gauche, en général, il est plutôt performant. La défense Amiens, Castelletto, Zézé a complètement raté sa première période, mais on va la voir beaucoup plus sereine en seconde mi-temps. Et donc Rennes va beaucoup buter sur ce bloc-là, et à tel point que Nantes va exploiter quelques petites phases en contre. Alors pas de quoi se lever de notre siège néanmoins, mais sur un gros coup de chance on peut le dire, Moses Simon va trouver Louis Leroux qui en une touche va faire un petit centre pour Mostafa Mohamed, qui va réussir à contrôler au duel avec Lilian Brassier et se retrouver seul, mais vraiment seul face à Brice Samba. Plat du pied sécurité pour inscrire le but, mais vraiment il était à peine 5 mètres du but. Et donc Nantes revient à un partout. Alors c'est un hold-up énorme, mais là on sait que c'est le Comboiré time. Nantes a un résultat qui l'arrange, on sait les Canaries s'ils peuvent prendre un point, ils signent tout de suite. Et donc, bloc bas, on resserre les lignes. Douglas Augusto, Louis Leroux au milieu de terrain pour être bien hargneux, bien faire mal à Rennes. Beaucoup de fautes d'ailleurs dans ce match qui était globalement très haché. Adrien Truffert l'a bien compris d'ailleurs, puisque sur une protection de balle de Marcus Coco, à peine quelques minutes après l'égalisation nantaise, en protégeant son ballon, il va mettre un coup de coude involontaire à mes yeux sur Adrien Truffert, qui, le temps de se rendre compte qu'il vient prendre un coup de coude, dans un premier temps, il dit merde, il m'est arrivé quoi, avant de se jeter par terre et de faire une très belle acrobatie. Félicitations Adrien Truffert d'ailleurs pour son futur Oscar du meilleur acteur.
Donc voilà, carton rouge pour Marcus Coco parce que l'arbitre a interprété que le joueur a fait exprès de lui mettre un coup de coude parce que Marcus Coco se croit en MMA. Alors évidemment, c'est un geste complètement stupide de Marcus Coco. Je pense pas qu'il fait exprès, mais effectivement, dans la tension du match, mettre des petits coups, tout ça, je pense que voilà, c'est un derby, donc forcément il y en a. Et là, malheureusement, c'est que ça a été revu à la VAR, il prend carton rouge. L'occasion quand même pour moi de faire un petit parallèle sur le match de la veille entre Lyon et Manchester United. Lyon a pris 2 buts après être tombé et avoir réclamé une faute. L'arbitre a laissé jouer et Manchester United a marqué 2 buts, donc à savoir les buts de Diogo Dalot et de Harry Maguire en toute fin de prolongation pour ceux qui ont vu le match. Parce que dans ce match-là d'Europa League, il y avait un arbitrage, on va dire, plus normal, un peu plus Première Ligue, où on laisse plus jouer, où les joueurs qui simulent ne sont pas forcément récompensés. Tant qu'on aura cet arbitrage-là en Ligue 1, je ne critique pas l'arbitrage en lui-même, je critique vraiment la DA de l'arbitrage en quelque sorte. Tant qu'on aura ce fil rouge-là, conducteur en Ligue 1, de siffler au moindre contact. Monsieur Karaji hier, c'était la valse des cartons jaunes, au moindre contact, au moindre... Voilà, encore une fois, j'aimerais bien savoir le nombre de coups de sifflet qu'il a donné, mais le match était vraiment difficile à regarder, vraiment à cause de ça. Et de voir que on siffle ça, on vient sanctionner ça, un carton rouge là-dessus, alors que le joueur se roule par terre, mais j'ai qu'une envie, enfin, j'ai qu'une chose à dire, c'est que le jour où Rennes sera en Europa League, si Adrien Truffert tombe de la même façon, et ben là, ce coup-ci, ils pourront se prendre des contre-attaques parce que les arbitres de Coupe d'Europe, ils se laissent pas berner par ce type de simulation, par ce type de moindre contact, allez hop, on sanctionne direct. Voilà, j'aimerais qu'en Ligue 1, on siffle beaucoup moins globalement, hein, vraiment, pas que pour Nantes ou pour telle équipe. J'aimerais juste qu'en Ligue 1, on applique un arbitrage qui est plus proche de celui qu'on a en Coupe d'Europe, parce que quand nos équipes françaises arrivent en Coupe d'Europe, eh ben, elles se rendent compte que c'est pas pareil. En France, globalement, tu perds le ballon, tu tombes en espérant glaner une faute. En Coupe d'Europe, t'as pas intérêt de tomber, parce que derrière, il y a danger. Donc, bon, bah voilà. C'était l'occasion aussi de faire un parallèle. Évidemment, ça m'a beaucoup énervé cette situation. J'en voulais autant à Marcus Coco que en fait à la situation. Voilà, se prendre un rouge là-dessus à la 59e, je crois, alors que Nantes était vraiment bien dans le match. Enfin, Nantes revenait bien en seconde mi-temps, avait réussi à égaliser. Et on savait que Nantes allait... je pense qu'à 11 contre 11, Nantes tient le point du match nul, à mes yeux. Et néanmoins, Nantes va bien tenir jusqu'à la 86e. Et le but de Kader Meïté, il me semble, sur un coup de tête, et puis Karlgren qui se trouve un peu dans les buts, mais bon, on le sait, hein, Karlgren, on avait rapidement vu ses limites après justement le match du PSG, déjà face à Rennes, et puis surtout lors de ses matchs en coupe, il avait montré quand même de vraies limites, Patrick Karlgren. C'est un gardien qui apporte beaucoup de joie à l'entraînement, qui est assez jovial, mais qui a à peine le niveau d'une doublure en Ligue 1, surtout quand on sait qu'on avait Rémi Descamps à ce poste-là l'année dernière. C'est vrai qu'il y a eu une vraie baisse de qualité, très clairement. Donc voilà, Nantes perd donc le match 2-1, un match très bizarre, parce que d'ailleurs sur le but rennais, il y a eu une scène complètement bizarre, parce que la montre de l'arbitre n'a pas sonné, donc les joueurs rennais sont allés célébrer, mais le ballon est revenu, Assignon a marqué une deuxième fois. Bref, c'était du grand n'importe quoi. Bon. Voilà, et puis je rajoute à ça les commentaires de DAZN toujours à l'ouest. Alors ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine, c'est que DAZN ne devrait pas réitérer l'année prochaine avec la Ligue 1. Et ça, franchement, je vous invite à sortir vos meilleures coupelles et votre meilleur champagne pour boire un coup. Mais voilà, parce que DAZN cette année, c'est difficile à regarder. Déjà que la Ligue 1 est pas facile à regarder parce que techniquement, on se fait chier, on peut dire les termes. Et même globalement, la Ligue 1, peu importe le match, même des équipes comme Strasbourg par moment, alors que c'est une de nos meilleures équipes en Ligue 1 ces dernières semaines, par moment, il faut quand même vraiment s'accrocher pour voir ça. Et bah, alors, quand tu rajoutes à ça une couverture aussi mauvaise que DAZN, effectivement, le foot et la Ligue 1 perdent énormément en passion. Donc voilà, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mes tops et mes flops. Alors mes tops, c'est tout trouvé. Nicolas Cozza, je l'ai trouvé bon en piston gauche. Douglas Augusto, qui avait le brassard de capitaine ce week-end, qui, on a vu, a du mal à communiquer avec l'arbitre, mais qui au moins donne le tempo. Quand Nantes doit subir Augusto, il est là, il est hargneux. Pendant 90 minutes, il se bat comme un guerrier sur le terrain. Je le dirai jamais assez, mais qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir un joueur comme lui. Et puis le troisième top, ça va être Mostafa Mohamed, qui s'est vraiment bien battu. D'ailleurs qui a fait beaucoup de bons retours défensifs également, et qui surtout sur la seule micro-occasion qu'on lui donne, va réussir à faire mal à Rennes et à égaliser. Bref, pour moi, Mostafa Mohamed aura fait son job, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de joueurs. Mes 3 flops, alors là ça va être... Jean-Charles Castelletto, je suis habitué à mettre, donc je vais le remettre, parce que encore une fois je trouve qu'il apporte vraiment rien dans la défense nantaise.
Je pourrais citer Amiens, mais en soi le match d'Amiens est réussi à part, ça passe vraiment raté pour Anthony Lopez. Mathis Sabline est complètement passé à côté de son match. Bon, assez inquiétant d'ailleurs. Simon aussi a raté son match de l'autre côté. Et puis bon, en général, quand Simon et Abine ratent leur match tous les deux, en général, il n'y a pas un bon résultat pour le FC Nantes à la clé. Qui pourra bien être le troisième flop? Ouais, Sorba Thomas slash Marcus Coco, hein, le poste de piston droit, nous a coûté très cher hier soir pour ce derby. Donc bon, voilà, on avance. C'est fou parce que Nantes a un petit matelas quand même avant, un petit matelas par rapport à Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier. Nantes a vraiment, voilà, on est peut-être à une victoire d'officialiser notre maintien, surtout au vu des calendriers de notre concurrent. Nantes est globalement bien et néanmoins on a l'impression qu'on a 15 points de retard, que c'est la crise. On a vraiment une équipe, j'ai l'impression, qui est cassée. Quand je dis qu'il faut faire un grand ménage cet été, pour moi il faut changer de coach. Ça déjà je le dis depuis plusieurs semaines. Vraiment Antoine Comboré, j'aime bien le personnage et je maintiens qu'il n'est pas aidé par ce vestiaire qui... Vraiment, les joueurs au FC Nantes, voilà, il n'a vraiment pas un bon vestiaire pour pouvoir avancer et ceux qui sont censés être les cadres et qui sont là depuis des années, aujourd'hui, comme ils n'ont pas réussi à partir, comme le FC Nantes n'a pas réussi à les vendre, il y a une forme de frustration qui s'est créée. Alban Lafont, Florent Mollet, Jean-Charles Castelletto, tous ces joueurs-là font très mal en interne au FC Nantes. Et donc, voilà, on se retrouve avec une situation comme ça. On a l'impression qu'Antoine Comboré a perdu son vestiaire alors que le FC Nantes, avec 30 points par rapport à ses concurrents, voilà, devrait juste un tout petit peu plus pousser pour aller chercher les points nécessaires. Et à la limite, une fois que Nantes est officiellement maintenu, que Antoine Comboré envoie des joueurs un peu plus rafraîchissants, un peu voilà, quitte même à envoyer des Tabibou, des joueurs comme ça. Bon, on verra la fin de saison. En tout cas, il y a très peu de hype. Quand on sait que le FC Nantes a peut-être perdu Anthony Lopez d'ailleurs sur ce match, et que peut-être que Karlgren, voire Lafont, parce que ça peut être Lafont qui va revenir titulaire face au PSG, ce sera la surprise du chef. Rendez-vous mardi soir prochain. Bon, en tout cas, je ne mettrai pas ma maison sur la victoire du FC Nantes. Mais bon, cette équipe est capable de tout face au gros. Donc je vais rien dire et puis on verra ça. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!